Donc, j'ai le plaisir de venir vous parler du rôle de l'échocardiographie dans la sélection et le suivi des patients implantés d'un TAVI. Le traitement par TAVI du rétrécissement aortique serré est actuellement en pleine expansion, avec, depuis les recommandations européennes de 2021 de la prise en charge des valvulopathies, une extension des indications pour les patients à risque intermédiaire. La réussite du TAVI est basée sur une sélection rigoureuse des patients, avec analyse du terrain, de la fonction cardiaque et de l'anatomie. L'échographie cardiaque est l'examen de première intention suivi du scanner. Le suivi sera ensuite fondamental pour dépister les complications. La première étape, et qui n'est pas la moindre, c'est le diagnostic du caractère serré du rétrécissement aortique. En cas de débit conservé, ce diagnostic est relativement aisé, mais le diagnostic est beaucoup plus difficile dans les situations de bas débit, avec ou sans altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Dans les situations où il y a une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche, on va avoir recours à l'échographie d'obutamine faible dose pour essayer de révéler la sténose, comme vous le voyez sur l'image de droite. Il y a également l'apport du scanner dans la mesure du score calcique. La deuxième étape dans la sélection, ça va être l'analyse de l'anatomie de la valve aortique, avec tout d'abord la mesure de l'anneau aortique. De façon tout à fait standard, cette mesure de l'anneau aortique s'effectue sur une parasternale grand axe à l'insertion des sigmoïdes. Cela permet de mesurer le diamètre antéro-postérieur. Mais on sait depuis que la mesure de ce diamètre est insuffisante pour effectuer un sizing de qualité pour l'implantation du TAVI. On a la possibilité en échographie, en ETO tridimensionnel, de réaliser des reconstructions coplanaires permettant d'obtenir le diamètre antéro-postérieur, le diamètre horizontal et la circonférence de l'anneau aortique permettant de réaliser un sizing identique au sizing que l'on peut obtenir au scanner. Il va ensuite être important de diagnostiquer la présence d'une bicuspidie et l'étendue des calcifications. Si le TAVI n'est plus une contre-indication, si la bicuspidie n'est plus une contre-indication au TAVI, il faut savoir qu'un raphet très calcifié et l'importance des calcifications valvulaires augmentent la mortalité et les complications locales, telles que la rupture d'anneau et les fuites paraprothétiques. L'échographie va également avoir un rôle pronostic, avec tout d'abord l'évaluation de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Dans cette étude publiée dans Circulation en 2019, reposant sur une cohorte de 3000 patients de l'étude Partner 2, les 20% des patients qui présentaient une fraction d'éjection inférieure à 50% ont été comparés aux patients qui présentaient une fraction d'éjection normale. Cette comparaison s'est effectuée sur la mortalité toute cause et sur la mortalité cardiovasculaire. Et il a été démontré qu'il existait une augmentation significative de la mortalité toute cause et de la mortalité cardiovasculaire chez les patients qui présentaient une fraction d'éjection inférieure à 50%. On s'intéresse ensuite à la mesure des pressions pulmonaires. Dans cette étude publiée dans Heart en 2018, 400 patients ont bénéficié d'un cathé droit en préimplantation d'un TAVI, puis d'une échographie transthoracique un mois après l'implantation. Les patients qui présentaient une élévation des pressions pulmonaires en pré-TAVI et qui ne présentaient pas de restauration de pression pulmonaire normale à un mois en post-TAVI présentaient une mortalité à 2 ans significativement plus élevée que les patients qui ne présentaient pas d'hypertension pulmonaire ou qui présentaient une élévation des pressions pulmonaires qui se normalisait à un mois en post-TAVI. Il faut ensuite s'intéresser à la valve mitrale. Effectivement, dans la sténose aortique, il existe un remodelage du ventricule gauche, une dilatation de l'oreillette gauche par élévation des pressions de remplissage du ventricule gauche, générant une déformation valvulaire mitrale puis une insuffisance mitrale. Cela est source de fibrillation auriculaire, de diminution du volume d'éjection systolique et du gradient moyen transaortique.
Cela augmente le challenge diagnostique de rétrécissement aortique serré et cela diminue surtout la tolérance fonctionnelle des patients. Si l'insuffisance mitrale régresse le plus fréquemment en post-TAVI, lorsque cette insuffisance mitrale ne régresse pas, il s'agit d'un critère pronostic péjoratif. Il est très important de bien préciser s'il existe une atteinte organique de la valve mitrale associée ou non à l'atteinte fonctionnelle, car les critères de régression de l'insuffisance mitrale en post-TAVI sont la présence d'une insuffisance mitrale fonctionnelle, l'absence de fibrillation auriculaire, un gradient moyen aortique élevé et l'absence d'hypertension pulmonaire. Je vais maintenant vous présenter le cas d'un patient de 77 ans, insuffisant rénal chronique, présentant un canal lombaire étroit, un antécédent d'endartériectomie carotidienne et de stent coronaire droite. Ce patient se présente avec une dyspnée de stade 3 de la NYHA et il présente une élévation des biomarqueurs. Voici son électrocardiogramme. En échographie des 5 cavités et des 3 cavités apicales, on constate la présence d'une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique importante et un aspect de remaniement majeur de la valve aortique. En analyse Doppler, on retrouve une vitesse maximale du flux aortique à 4 mètres par seconde, un gradient moyen à 45 mm de mercure, conférant une surface aortique à 0,7 cm². L'analyse en Doppler tissulaire retrouve une onde S à l'anneau mitral à 4 cm par seconde et l'analyse du strain longitudinal global retrouve un abaissement significatif du strain à moins 13% avec une préservation apicale. À quoi faut-il penser? Il s'agit d'un patient de plus de 65 ans, un homme qui présente un antécédent de canalopathie avec son canal lombaire étroit. À l'électrocardiogramme, il présente un microvoltage et une onde Q de pseudonécrose dans le territoire antérieur. Il présente une élévation importante des biomarqueurs et sur le plan échographique, il présente une hypertrophie ventriculaire gauche sévère, contrastant avec le microvoltage électrique et une altération du strain longitudinal global avec une préservation apicale. Il faut donc aller plus loin et faire une recherche hématologique en dosant l'électrophorèse des protéines plasmatiques, l'immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques et urinaires et doser les chaînes légères libres. Le résultat revient normal. Il est recommandé de réaliser une scintigraphie au diphosphonate et cette scintigraphie revient fortement positive avec une hyperfixation majeure du traceur au niveau de la sphère cardiaque. Ce patient présente donc un rétrécissement aortique serré associé à une amylose cardiaque à transthyrétine. Cela représente environ 15% des rétrécissements aortiques serrés. La physiopathologie est la présence de dépôts fibrillaires à la fois myocardiques et valvulaires. Il est important de dépister ces patients quand il y a des signes d'alerte clinique, électrique ou échographique, parce qu'il existe un traitement spécifique de l'amylose, actuellement le tafamidis, en plus du traitement du rétrécissement aortique qui va améliorer le pronostic fonctionnel et vital de ces patients. Nous allons passer au suivi des patients. Donc le suivi va être surtout l'occasion de rechercher les complications. Selon les critères VARC-3 qui ont été remis à jour en 2021, il existe 4 types de dysfonctions de prothèse. Nous avons tout d'abord la détérioration structurelle de la prothèse avec la restriction, l'épaississement, le prolapsus, la déformation de la prothèse. Il y a ensuite les atteintes non structurelles de la valve aortique, où il n'y a pas d'atteinte intrinsèque de la prothèse, mais où on retrouve les fuites paraprothétiques aortiques,
disproportion patient-prothèse et autres anomalies telles que le panus. Il y a ensuite la thrombose, qu'elle soit infraclinique ou qu'elle soit cliniquement significative, et enfin l'endocardite. Je vais vous présenter le cas d'une patiente de 72 ans, 1m65, 60 kg, qui avait bénéficié d'un remplacement valvulaire aortique par TAVI Edwards première génération en 2012 par voie carotidienne droite. Cette patiente présentait un terrain d'insuffisance respiratoire chronique obstructive et présentait une contre-indication à la chirurgie conventionnelle. Elle est adressée pour une dyspnée de stade 3. Son gradient moyen en post-TAVI était à 11 mm de mercure. La fenêtre est médiocre, mais on peut voir qu'en parasternal grand axe, on retrouve une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique et une dysfonction systolique. En apical des 5 cavités et en Doppler couleur, on peut constater l'absence de fuite intra- ou paraprothétique. L'analyse en Doppler continu, retrouve une Vmax du flux à 4 mètres par seconde, un gradient moyen à 40 mm de mercure, un index de perméabilité à 0,22, un temps d'accélération à 90 millisecondes, conférant une surface aortique effective à 0,71 cm². Cette patiente présente donc une atteinte sévère une dysfonction de prothèse sévère, selon la définition, avec une élévation du gradient moyen de plus de 20 mm de mercure par rapport au gradient initial, et un gradient final à plus de 30 mm de mercure, avec une diminution de la surface aortique effective de plus de 0,6 cm². Quelle est l'étiologie? Est-ce une dégénérescence, un thrombus, une endocardite, un mismatch, un panus? On va avoir là tout l'intérêt de l'imagerie multimodale, et nous avons choisi de réaliser un scanner. Je vous laisse apprécier les images. On retrouve une hypodensité circonférentielle à la face interne de l'anneau prothétique au niveau ventriculaire qui donne un aspect compatible avec un panus. Voici les images scanographiques d'une patiente qui se présentait selon les mêmes caractéristiques cliniques, mais qui était à 3 mois de l'implantation d'une valve portico et qui présentait une élévation de gradient moyen transaortique à plus de 30 mm de mercure. Et on voit ici des images scanographiques tout à fait différentes, avec des hypodensités triangulaires sur la face aortique des cuspes, intéressant les trois cuspes, et cela correspond à des images de thrombus, de thrombose de valve. Et d'ailleurs, nous avons pu assister à une régression, à une normalisation des images scanographiques après 3 mois d'anticoagulation. Voici le cas d'un patient de 60 ans qui présentait une hémopathie en cours de traitement. Ce patient présentait une insuffisance cardiaque. On lui diagnostique en même temps une insuffisance cardiaque sur un rétrécissement aortique serré sur une bicuspidie très calcifiée. Dans ce contexte urgent, on décide de lui implanter un TAVI par voie fémorale, une Corvalve 26, c'était en 2020. Voici son image, voici son échographie en parasternal grand axe. Voici le Doppler couleur en apical des 3 et des 5 cavités, et on constate de suite la présence d'un reflux dans le ventricule gauche significatif. En parasternal petit axe, on constate que la fuite est localisée au niveau paraprothétique, plutôt en antérieur, et qu'elle concerne plus de 30% de la circonférence du TAVI.
Les autres images de quantification, on retrouve une surface de l'orifice régurgitant à 0,37 cm², un hyperdébit avec une ITV sous-aortique à 38,5 et un flux télédiastolique isthmique à 26 cm/s. Ce patient présente donc les critères relevant d'une fuite paraprothétique sévère. Lorsque l'on analyse son scanner en pré-implantation, on est allé revoir son scanner. On voit donc qu'effectivement, c'était un patient qui présentait une bicuspidie avec une calcification majeure et très asymétrique des feuillets. Et on peut voir sur les images de droite le scanner post-TAVI, où on retrouve une ovalisation du TAVI, et où on retrouve sur l'image en bas à droite un défaut de déploiement du TAVI au niveau antérieur, certainement expliquant la fuite paraprothétique. Ce patient, étant désormais en rémission de son hémopathie, va bénéficier d'un remplacement valvulaire aortique. Pour conclure, l'échographie cardiaque a un rôle clé dans la sélection des patients TAVI en ce qui concerne le diagnostic, le pronostic et le dépistage de l'amylose cardiaque. Le suivi des patients est une étape fondamentale, en particulier dans le dépistage des complications valvulaires et paravalvulaires. Le scanner cardiaque est l'examen complémentaire indispensable dans l'analyse morphologique de la valve et des vaisseaux et a également toute sa place dans le bilan étiologique des complications. Je vous remercie de votre attention.